on a encore quelques grands moments avec des personnes d'exception. On va aborder la motivation tellement essentielle avec Yannick Bestaven, qui est un homme, un marin d'exception. Vous vous souvenez sans doute du Vendée Globe Challenge où quelqu'un a sombré, il a arrêté sa course, il est parti sauver cet homme. C'est aussi un homme d'entreprise qui a vécu des hauts, des bas et qui à chaque fois se sert de ce qu'il dit être ses échecs, mais qui le font rebondir plus haut. Vous allez voir, c'est un moment passionnant. Il nous fait l'amitié de venir de La Rochelle, il est arrivé très tard hier. Et ça va nous motiver avant la feuille de route du président Hervé de Kerdrel. Et en attendant, je vais vous proposer une rencontre tout aussi exceptionnelle avec un monsieur d'exception. Alors, je vais lui demander de fermer ses oreilles. C'est un paléanthropologue, certains d'entre vous le connaissent, il s'appelle Pascal Pic. Il est maître de conférences, bien sûr, au Collège de France. Il a écrit de nombreux livres, je pense qu'on peut les montrer, et l'évolution créa la femme, il y tient beaucoup, Sapiens par exemple, ou le manifeste plus récemment Intemporel pour les arts de la préhistoire. C'est évidemment quelqu'un qui nous regarde depuis très longtemps avant, qui nous regarde maintenant, qui se projette sur l'avenir. Il travaille beaucoup avec les entreprises, avec les structures comme la nôtre, comme les associations, comme les fédérations. Et avec lui, on va voir, bien sûr, parler d'évolution, mais sans doute, on va le pousser un peu pour savoir si ce mot métamorphose entrerait dans son vocabulaire. Et il faut dire que c'est un monsieur qui n'a pas peur des changements, très très jeune dans sa vie. Il a vu un monde basculer, celui de ses grands-parents, et peut-être même quasiment disparaître. Je pense qu'il nous en reparlera. Et il a eu cette audace d'avancer, de partir aux États-Unis, de faire un post-doc alors qu'il parlait pas vraiment anglais. Voilà. Et il a une phrase que j'adore qui est « Nos succès d'hier ne suffiront pas pour construire demain ». Évidemment, Darwin, dans son esprit, n'est jamais bien loin. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'accueillir Monsieur Pascal Pic. Merci Pascal. Merci Nathalie. Bonjour les sapiennes et les sapiens. Et si je peux me permettre, que l'évolution soit avec vous. C'est pas une boutade stupide, encore moins une provocation, c'est que vraiment, comme je vais essayer de vous le décrire en quelques temps, nous sommes dans une période de changement absolument considérable dans le cadre de l'évolution de la lignée humaine. Alors, ça a été dit par Nathalie. En effet, quand on parle d'évolution, je suis paléo-anthropologue, paléo-ancien, anthropos, l'homme, logos, la connaissance, donc les sciences. Et pour la plupart des personnes, donc, les chercheurs tels que moi, donc, sont toujours orientés vers le passé. Alors, je remercie beaucoup Nathalie d'avoir évité ce terme à chaque fois qui me renvoie en pleine face. Monsieur Pascal Pic, paléanthropologue, on va voir une explication décalée, comme si je sortais de ma grotte et que d'un seul coup, je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est un truc à vous renvoyer quand même chez le psychanalyste. Donc, néanmoins, donc, l'évolution, c'est en fait une théorie du changement. Et il faut arrêter toutes les bêtises autour de Charles Darwin et des théories de l'évolution. Les théories de l'évolution, ça n'a jamais été la loi du plus fort. Ça n'a été jamais les vainqueurs qui écrasent les autres. Absolument pas. C'est une théorie des diversités. La question que se posent Charles Darwin et les évolutionnistes, et même avant Charles Darwin, bien sûr, c'est pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui fait que certaines différences se maintiennent, d'autres se diffusent, d'autres se transforment? C'est une théorie des diversités. Alors, là-dedans, évidemment, vous avez énormément de concepts sur les dérives génétiques, sur ce qui est la sélection naturelle. Je rappelle que sélection ne veut pas dire élimination, c'est quand même les mots ont un sens. Mais tout ça pose des difficultés parce que, quand ça concerne que le passé, on pourrait se dire, après tout, ce sont des débats entre scientifiques et d'autres conceptions du monde. Mais non, ça nous concerne directement, donc aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période de changement absolument considérable. Alors, si je m'amusais à vous poser la question, je vais le faire, mais je ne vous donnerai pas l'occasion de répondre, de savoir pourquoi il y a toujours évolution, donc changement. Alors, toutes et tous, vous avez vu Jurassic Park, alors tout le monde pense évidemment à ce qu'on appelle des événements extrinsèques, donc extérieurs, donc hors de notre espèce ou des espèces, c'est-à-dire des événements qu'on met dans la catégorie catastrophe naturelle. Donc voilà, les dinosaures, ça allait super bien,
Hein, personne n'embêtait un T-Rex, hein, c'était les grands costauds de l'époque, mais ils chopent un météorite. Alors, comme on dit dans les films américains, nothing personal, mais quand vous le chopez, vous le chopez. Donc, il y a évidemment des événements célestes, comme les météorites, la position de la Terre autour du Soleil, les éruptions solaires, ça on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe aussi, on l'a échappé belle d'ailleurs en 2012. Et par ailleurs, il y a aussi les tremblements de terre, les changements de courant océanique, par exemple. 6000 ans avant Jésus-Christ, alors que commencent à émerger les agricultures, il y a un brusque refroidissement de la Terre qui fait que les peuples du Proche-Orient, qui étaient déjà engagés dans les premières expériences pour les agricultures, il y a plusieurs expériences d'ailleurs, eh bien, ont été obligés de migrer, et c'est comme ça que les agricultures sont arrivées en Europe. Donc, il est vrai qu'on a appris à l'école que les civilisations ont des grandeurs, oui, les civilisations atteignent une certaine apogée, et puis que c'est toujours un facteur extérieur qui leur tombe dessus. Par exemple, pour les Romains, c'est à cause des barbares. Non, à partir du moment où les Romains ont commencé à moins intégrer les autres peuples, c'était le commencement de la fin. En définitive, il y a eu un essai qui a été très remarqué en France de M. Jared Diamond, qui s'intitule « Effondrement », collapse en anglais. Et le sous-titre est très intéressant. Le sous-titre est « Comment les sociétés ou les civilisations décident de leur survie ou leur disparition ». Alors quand je dis « elles décident », personne n'a jamais décidé « ok, on va sombrer ». Non, mais c'est qu'en fait, comment complètement embarquées par leur succès et leur grande histoire, elles ont des difficultés à envisager l'avenir. Parce que, se tournant vers leur passé glorieux, elles ne comprennent pas ce qu'est une règle stricte de l'évolution. C'est qu'en définitive, l'évolution, ça n'a jamais été de regarder si le passé était bien ou pas bien. Ça s'appelle les générations futures. Et Charles Darwin n'utilisait pas le terme d'évolution, qui était complètement biaisé d'ailleurs, comme encore aujourd'hui, par l'idée de progrès ou de finalité, téléologie, comme on dit. Pas théologie, hein, téléologie, donc les finalités. Et lui, il parlait de descendance avec modification. Et nous voilà, chers amis, au cœur du sujet avec vous. Vous, dans l'enseignement catholique, réfléchissez 2 secondes à ce que veut dire descendance avec modification. L'évolution, c'est en fait pas le passé, c'est comment ce que nous faisons aujourd'hui conditionne la possibilité, et ça a été dit dans le petit extrait dans lequel je suis exprimé et projeté devant vous, c'est comment ce que nous faisons aujourd'hui, donc les modifications de nos sociétés, de nos environnements, conditionnent, contraignent ou permettent donc aux générations futures d'elles-mêmes de trouver les meilleures solutions possibles, ce qu'on appelle l'adaptation, pour le monde qui vient et qu'on doit continuellement changer. Donc, première chose importante, bien sûr, il y a des événements extrinsèques, extérieurs à l'activité qui sont indépendantes des activités des espèces et évidemment des sociétés humaines, donc sapiens aujourd'hui, mais surtout les facteurs principaux qui sont liés à l'adaptation et à la nécessité donc d'évoluer sont en fait des facteurs internes. Donc la deuxième raison qui fait que nous sommes obligés de changer, de nous adapter, c'est que nous coévoluons. Le terme est coévolution. Aujourd'hui, on est en train de le comprendre avec les problématiques de l'environnement et des biodiversités. Et Nathalie l'a précisé, j'interviens beaucoup dans le monde économique et social. Là, bientôt, je vais intervenir pour des grands groupes de conseil comme Ernst & Young, Accenture, etc., justement qui viennent me chercher pour expliquer que, bien sûr, on peut être l'espèce la plus formidable qui existe sur la Terre. Mais si l'environnement se détériore, vous partez avec. C'est ce que Nicolas Hulot appelait le syndrome du Titanic. Du genre, le navire coule, mais tant qu'on est en première classe, au bout d'un moment, la première classe, ça va couler. Et c'est vraiment le défi auquel nous nous confrontons aujourd'hui. Et la principale raison qui nous oblige, évidemment, à nous adapter, à ne pas balayer le succès du passé, bien sûr, parce que nous sommes dans une histoire, dans une évolution, la principale raison qui nous amène à changer, c'est le succès. Alors ça surprend énormément de monde, de dire, attendez, qu'est-ce qu'il raconte le paléo machin, là, il est sorti de sa grotte, il ne sait pas ce qui se passe. Non, en fait, le succès fait que vous modifiez l'environnement. Exemple concret, alors je suis certainement un des plus âgés dans cette salle, mais grosso modo, je vois à peu près la moyenne d'âge.
J'appartiens à une génération qui a connu un succès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3, à la fois donc quantitativement, on est passé de 2,5 milliards à quasiment 8 milliards d'individus en 60 ans. C'est absolument énorme. Alors d'un point de vue strictement darwinien ou biologique, on pourrait dire quel succès. Regardez donc l'accroissement démographique. Oui, sans aucun doute, si on regarde avec ce critère, qui est un critère important en biologie, oui, c'est un grand succès. Évolution qualitative. Augmentation de l'espérance de vie de 20 à 25 ans. Alors, moi je le dis aux jeunes, ils n'ont pas fini de cotiser. Parce qu'effectivement, on n'a jamais connu une génération de seniors. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, et je suis grand-père, bien sûr, maintenant. Enfin, quand je dis bien sûr, c'est que mes parents, mes enfants, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein, je n'aurais pas dit, voilà. Maintenant, je suis grand-père. Et la chose étant, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les petits-enfants ont une génération de grands-parents, en moyenne, bien sûr, aussi en forme. Ce qui a un impact actuellement considérable pour l'éducation. Bien évidemment. Et ça, c'est jamais arrivé. Et la transmission, si ça se fait, bien sûr. Et donc vous, je sais, dans l'enseignement catholique, vous êtes très attachés aux notions de famille, de transmission. Et donc, voyez, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais on est vraiment au cœur de ces problématiques. Et là, il y a une nouveauté dans l'histoire de l'humanité, c'est effectivement cette transmission avec 4 générations qui vivent ensemble, à condition qu'il y ait des familles. Moi, en tant que paléanthropologue, je suis effaré quand je constate quand même qu'un tiers, voire un quart, des familles sont monoparentales. C'est un oxymore. Famille monoparentale, ça n'existe pas. Ce n'est pas une famille. Donc on voit effectivement les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à cela, donc dans ce monde d'aujourd'hui. Donc le succès, en fait, c'est formidable d'une certaine manière, mais il faut aller plus loin dans l'analyse, puisque d'une part, ça veut dire que nous avons modifié l'environnement comme jamais par rapport à ce succès, et qu'il faut construire effectivement le monde de demain. Et ce monde de demain, mes chers amis, il a commencé en 2007. Sauf qu'on ne vous l'a pas dit. On ne vous l'a pas dit. En 2007, vous avez un gars qui arrive sur scène avec ce qu'on appelle maintenant un smartphone, mais c'est le iPhone. Il s'agit de Steve Jobs. Et en janvier 2007, il dit « I'm going to change the world ». Je vais changer le monde. Sauf que lui-même ne sait pas comment le monde va changer. Pourtant, il s'agit de Steve Jobs. Pour quelle raison? C'est que nous entrons dans le 2e âge des machines. Depuis la révolution industrielle, qui commence à la fin du XVIIIe siècle, dans un petit coin d'Angleterre avec un Darwin, le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin d'ailleurs, c'est très peu connu en France, eh bien, le premier âge des machines s'étend grosso modo de 1765, au moment où cette société se met en place en Angleterre, dans les Midlands, à la fin du XXe siècle, donc ce que nous avons tous vécu, c'était hier. Et ce premier âge des machines va être lié au fait que les ingénieurs, les scientifiques, et ensuite dans les entreprises, dans les administrations, on va créer des machines qui vont se substituer et améliorer, rendre plus efficaces, plus rapides toutes les actions physiques. Donc en gros, le premier âge des machines, pendant 2 siècles, c'était de créer des machines qui, en partie, vont substituer aux activités physiques pénibles, les rendre plus précises, plus efficaces. C'est ce qu'on a connu jusqu'à la fin du XXe siècle, et bien sûr, ça continue. Par contre, la nouveauté, en 2007, c'est l'arrivée des machines qui ne font pas que de la main-d'œuvre, mais qui font du cerveau-œuvre. Et ces machines de cerveau-œuvre sont déjà en action aujourd'hui. Vous avez certainement entendu les discussions qu'il y a aujourd'hui au cours de ChatGPT. Donc, vous savez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et puis surtout, les jeunes, l'accès à Wikipédia, l'accès aux informations, contrôlées ou pas contrôlées, comme vous le savez. Et là, de fait, nous sommes dans un monde nouveau. Et là, ça nous met vachement mal à l'aise. Parce que nous sommes ici, nous sommes quand même dans une tradition assez cartésienne, et nous sommes dans cette culture qui est la nôtre, qui est très dominée par l'idée d'une séparation entre notre matérialité et notre esprit, ce qui se retrouve évidemment dans la pensée catholique en partie. Et de fait, nous avons, nous, pour des raisons anthropologiques,
en raison de cette conception, ce qu'on appelle une ontologie. L'ontologie, c'est quoi? C'est la manière dont les peuples ou les individus se positionnent par rapport au cosmos, c'est-à-dire les autres, l'altérité, évidemment. La chrétienté est au cœur de ces problématiques, bien sûr, mais aussi le rapport à la société, le rapport à l'environnement, le rapport au cosmos. Et nous sommes dans une ontologie fondamentale qui dissocie donc la matérialité de la spiritualité. Et ceci nous met un petit peu en difficulté dans le rapport de la compréhension des intelligences avec les animaux. Alors bien sûr, Saint François d'Assise, etc., mais la pensée dominante reste celle-là. Et puis, évidemment, c'est extrêmement important dans le rapport aux machines. Et ça, je vous le dis parce qu'effectivement, c'est un des enjeux majeurs qui est en train de se manifester dans la nature, dans l'évolution actuelle, puisque, en raison de croyances fondamentales et de conceptions ontologique, pardon pour le terme, je suis obligé de l'employer, hein, je ne cherche pas à faire le savant, mais nous allons aborder dans le monde entier ces nouveaux défis avec nos bagages. Dans le titre qui a été convenu, c'est « Adaptation ou métamorphose ». Il est très clair, mes chers amis, que dès que nous abordons un monde nouveau avec ses incertitudes, on y va avec nos bagages culturels et éducatifs. C'est notre viatique. On n'a pas le choix. Et ces bagages sont très différents. Une chose qui n'a pas été perçue, c'était ce choc de la fin du XXe siècle. Vous vous souvenez, le mur de Berlin est tombé, l'URSS devient la Fédération de Russie, la Chine rentre dans l'OMS, et on parle de mondialisation heureuse. Monsieur Francis Fukuyama, un sociologue, philosophe américain, écrit un livre qui a été vite traduit, qui a eu beaucoup de succès, qui s'intitule « La fin de l'histoire ». Qu'entend-il par là? Le mur de Berlin est tombé, la Chine rentre dans l'OMS. En gros, c'est une espèce d'euphorie qui saisit le monde occidental ou occidentalisé. Et l'idée de la fin de l'histoire, c'est qu'en effet, le modèle occidental, démocratique, de libre entreprise et de liberté individuelle, a effectivement dominé le monde, puisqu'effectivement le reste s'écroule. Tous les modèles alternatifs n'existent plus. Et donc cette mondialisation heureuse, elle va même plus loin. Jeremy Rifkin, donc ce qu'on appelle un prospectiviste, nous lâche en 1996, c'est la fin du travail. Alors qu'on n'a jamais autant bossé depuis. Quand j'étais jeune, on avait les futurologues, le seul métier qui n'a pas eu d'avenir. Venez n'écoutez pas les prospectivistes, ce qu'ils vous disent ne va pas arriver. Venez voir plutôt les paléontologues et les évolutionnistes qui vous diront, on ne va pas vous dire ce que va être le monde, on va vous dire que, attention, le monde change tout le temps. Et je me souviens, avec ce cher Axel Kahn, nous avions été interviewés à propos du livre de Fukuyama, et on avait dit, attendez, sur l'histoire, nous, on ne va pas s'engager là-dessus, mais sur l'évolution, vous pouvez être sûr que ça va continuer et personne ne sait ce qui va se passer. Franchement, mes amis, qui aurait pensé qu'il aurait fallu défendre nos démocraties il y a 20 ans? On parle aujourd'hui d'illibéralisme. Quand la Chine rentre dans l'OMS, on dit « Ah, formidable, il va y avoir, comme notre modèle des 30 Glorieuses que j'ai connu, l'arrivée des classes moyennes. » Elles sont où les classes moyennes chinoises? Elles sont où les classes moyennes russes? Elles sont où les classes moyennes brésiliennes? Elles sont où les classes moyennes d'Afrique du Sud? Celles qu'on appelle les BRICS. On n'en parle plus d'ailleurs. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Il ne s'est pas du tout passé cela. C'est le fait que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui, les prospectivistes ou même les analystes ont du mal à comprendre. C'est que nous sommes dans un monde de plus en plus bipolarisé. Alors, pas la bipolarisation qu'on a connue, nous, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Non. Au sein de chaque société, vous avez aujourd'hui une bipolarisation qui est liée, effectivement, ce qu'on appelle les gilets jaunes chez nous, à une érosion d'une partie des classes moyennes. On est dans un monde aujourd'hui où il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de gens riches, et un monde dans lequel des personnes, au sein de chaque nation, se sentent plus ou moins déclassées. C'est en gros le modèle que j'ai connu des 30 Glorieuses et que vous avez connu toutes et tous en partie, pardon pour les plus jeunes, hein, c'est qu'en gros, on a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité, après la Seconde Guerre mondiale, avec les 30 Glorieuses, qui étaient basées sur l'éducation,
sur l'accès. Alors, pour les femmes, évidemment, ça a traîné, mais voilà, d'où ce livre que j'ai écrit, parce que, vous savez, l'évolution de l'homme, vous regardez sur Internet, vous tapez « évolution de l'humanité », on voit que des hommes. Comment ils se sont reproduits, les mecs? C'est une vraie énigme, hein. D'ailleurs, le meilleur film sur l'évolution, c'est un film absolument génial qui s'appelle « L'âge de glace ». Et dans l'âge de glace, vous avez les dodos. Alors les dodos, il faut une espèce de farandole comme ça, c'est genre Broadway du temps des dodos. Hein. Et puis voilà, ils dansent, mais paf, 3 dodos disparaissent dans un geyser. Ah, ils continuent à se marrer, d'un seul coup, il y en a qui dit « Ah, les mecs, c'était nos 3 dernières femelles ». On est un peu encore dans le complexe du dodo quand même, hein, par rapport aux droits des femmes. Merci. Voilà, ouais. Bon. Alors, se réveiller les gars. Hein. Bon, alors. Donc, tout ceci, effectivement, c'est des changements qui sont à peine perçus. Et le problème, c'est que tous nos modèles de prospective, nos modèles politiques, sont basés sur l'idée d'une classe moyenne qui vont continuer à évoluer comme a connu ma génération, soyons clairs. Hein, gagner 20 ans d'espérance de vie, en termes de liberté, en termes d'affection, les grandes questions qui vont se poser, vous savez, ça c'est un enjeu évidemment qui vous concerne, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je l'esquisse à peine. C'est par exemple la génération des baby-boomers, où cette génération a eu la maîtrise sur la procréation, avec les débats que vous connaissez, bien sûr, et les sensibilités certainement qui vous animent, mais on va avoir les mêmes questions autour de la fin de vie. Et comme vous le savez, c'est déjà là. Donc voilà, c'est les enjeux d'aujourd'hui. Et effectivement, s'il y a des comités d'éthique, ce n'est pas parce que les scientifiques ont raison, les philosophes ont raison, ou les croyants ont raison. On est sur les enjeux de société, et les comités d'éthique, bien évidemment, font intervenir toutes ces sensibilités, parce que ce sont des questions fondamentales auxquelles les religions, bien sûr, ont beaucoup répondu. Et que tout à l'heure, j'entendais quand même cette petite pique concernant l'enseignement public et les bénévoles, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et il y a en fait un déficit de valeurs humanistes autour des grandes fonctions que nous avons acquises dans le cadre de l'évolution de nos démocraties. On a perdu un peu ces aspects anthropologiques qui aujourd'hui reviennent très forts. Donc on est dans une période, en effet, où nos fondements anthropologiques, nos fondements en termes de croyances, de convictions, de philosophie sont repensés. Par exemple, ce n'est pas un hasard si depuis 10 ans, alors il semble que c'est moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre, j'ouvre les travaux de l'Institut des hautes études des mondes religieux. C'est comme l'IHESS, hein, qui est assez connu. Et là, vous avez des personnes qui sont la plupart du temps des 3 grands monothéismes, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, on voit bien qu'il y a, dans la création de cet Institut des hautes études des mondes religieux, un enjeu considérable de repenser notre histoire et de reconsidérer qu'effectivement, il y a des enjeux anthropologiques fondamentaux qui ne peuvent pas faire, dans le cadre de la laïcité, l'économie de ce qu'est, Régis Debray appelait le fait religieux, mais le fait religieux, c'est un peu réductionniste, je vous l'accorde, j'aime pas trop l'expression, mais voilà, là, en venant en chemin, comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû prendre la voiture depuis Marseille, on s'est arrêté à Bourges, j'ai visité cette cathédrale, je me sens comme un crétin, parce que je ne comprends rien aux vitraux, je ne comprends rien à cette histoire. Vous voyez, c'est quelque chose qui a vraiment qu'aujourd'hui un vrai socle qui est nécessaire pour comprendre le monde de demain et qui intervient évidemment avec l'éducation. Alors je reviens à 2007. 2007, et ça vous impacte évidemment d'une certaine manière, arrive Steve Jobs avec ce machin, et qui s'appelle le smartphone, I'm going to change the world, et là, bien malin qui aurait pu savoir ce qui allait se passer. Même les protagonistes de ces révolutions absolument formidables d'un point de vue, en tout cas potentiellement, technologique. Parce qu'il se passe 2 autres choses en même temps. C'est, à partir de 2007, un nouvel âge de l'humanité qui fait que la majorité de la population humaine devient urbanisée. Et là, évidemment, on en a parlé avec Nathalie dans la préparation de cet entretien. Vous avez, vous, un réseau, une densité géographique autour des établissements, même de petite taille, et il est très clair que les changements actuels autour de l'urbanisation sont des enjeux et des défis pour, évidemment, vos réseaux et la densité donc, de l'enseignement catholique. Et la chose qui arrive aussi, c'est l'intelligence artificielle. En fait, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais vous mettez des smartphones avec des datas, de l'intelligence artificielle et de l'urbanisation, nous entrons dans un nouvel âge de l'humanité qui est celui, donc, d'une humanité qui, globalement, est complètement, donc, intégrée dans des univers, donc, urbanisés, avec aujourd'hui déjà la 3e génération qui ne sait pas qu'une vache, ça fait du lait.
Mais je plaisante à peine, ça pose un problème terrible sur l'écologie, ce que ça signifie. Il y a un déficit de connaissances autour de cela qui est complètement dingue. Alors évidemment, il y a eu la pandémie avec le télétravail. Ah, alors on s'est dit, ça y est, ça va être massif. Alors évidemment, le prix de l'immobilier a augmenté en Bretagne, hein, mais néanmoins, on a eu l'impression qu'il y allait avoir des vagues massives, des gens allaient vers la campagne. Sauf que, je suis désolé, les gens qui sont éligibles pour le travail à distance, c'est les classes CSP+, des gens qui ont fait des études, et ce n'est pas la majorité. En plus, on a souvent des personnes qui ont toujours vécu en appartement, ils arrivent dans une maison, ah, les feuilles des arbres, ça tombe là la pelouse, ah bah tiens, ça pousse, hein. Donc, oui, donc, voyez, donc voilà, donc c'est une partie des écolos des villes que, voilà. Bon, on va laisser filer. Hein. Bon, alors, mais tout ça, quand même, ça montre bien des déficits d'éducation, et tout ça, ça montre bien qu'effectivement, alors ceci dit, ça peut être une chance, parce que le fait que des personnes de classe CSP+, puissent arriver dans des villes de taille moyenne, reliées par le train, quand ça roule, et évidemment, c'est plus de diversité sociale, ça, c'est un atout. Mais il ne faut pas croire que ça va être hyper massif, il ne faut pas non plus de faire d'illusions. Mais voilà, par rapport à l'urbanisation, on en est là. Puis surtout, ce qui est important donc, dans ces changements, c'est de constater qu'il y a autour de l'éducation de grandes difficultés par rapport au programme et ce qui a pu être mis en place. Moi, j'étais à une époque lié associé à la commission des programmes, je n'étais pas dedans, mais associé. Ça marchait assez bien avec donc l'inspection générale, avec les inspecteurs académiques, avec les enseignants. On avait décidé, il y a une quinzaine d'années, que, OK, on avait tous des champs de compétences différents, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Les chercheurs ont des compétences sur les connaissances, il y a les inspecteurs généraux, les pédagogues, etc. Et depuis, c'est terminé. Il y a eu, c'est catastrophique, hein. J'en parlais avec mon ami Michel Serres il y a encore une dizaine d'années. Nous autres, les scientifiques, ou d'autres, hein, et merci de nous inviter, nous avons quasiment plus de conférences grand public. Depuis 20 ans. C'est catastrophique. Alors qu'avant, on arrivait quelque part, alors j'étais moins connu encore qu'aujourd'hui, on avait des salles de 400, 500 personnes. Donc il y a en fait un mouvement comme ça qui est quand même extraordinairement inquiétant. Et je ne parle pas que des scientifiques, c'est pareil pour les philosophes, c'est pareil pour toutes les personnes, donc hommes et femmes, qui participent donc de la compréhension du monde et de leur contribution à ces compréhensions-là. Donc, vous voyez, vos enjeux, vous, en termes autour de l'enseignement catholique, sont absolument considérables parce qu'on est dans une période où, effectivement, les savoirs, l'accès à Internet, l'accès aux data, quand j'étais jeune, ou beaucoup d'entre vous, quand vous étiez jeune, c'était l'enseignant, c'était l'école qui, à la fois, pourvoyait les structures de la pensée pour comprendre le monde et aussi qui apportait les connaissances liées au monde. Aujourd'hui, voilà, ces connaissances, elles sont partout, enfin, ces données sont partout. Qu'est-ce qui permet d'en faire une connaissance? Donc ça, c'est une révolution considérable de l'enseignement. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, il n'y avait qu'une seule vision du monde qui dominait. Il y avait évidemment l'enseignement catholique et l'enseignement laïque, mais grosso modo, tout ça allait dans le même sens. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en effet, il n'y a plus du tout le monopole pour les enseignants de l'accès aux données et aux connaissances. Et le vrai enjeu de l'éducation de demain, c'est de donner aux jeunes les capacités de comprendre un monde qui est, on appelle, de plus en plus complexe. Bien sûr qu'il l'est. Mais le monde a toujours été complexe. C'est simplement la manière dont on le représente qui est changée. Quand nous avions certaines formes de conviction sur ce qu'était l'avenir ou autre, on ne se posait pas de questions. Nathalie l'a rappelé, hein, mes parents étaient maraîchers, on était expropriés dans la région parisienne. Alors des gens me disent, t'as pas peur du changement? Ben, je dis, tu sais, quand tu étais exproprié à 8 ans, hein, le monde, ça change. Hein. Donc, voilà, puis je n'étais pas seul, et bien sûr, c'était toute une génération qui a bougé comme ça. Mais à l'époque, c'est marrant, parce que c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, entre guillemets, selon les critères de quoi. Mais il y avait une confiance dans l'avenir, confiance dans l'éducation. Moi, je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, je ne savais même pas ce qu'était Normal Sup. Je dis, sans honte, sans revendication aucune. Hein. Ensuite, Collège de France, mais ça m'est arrivé ensuite plus tard. Un jour, je fais la formation des enseignants sur l'évolution de la lignée humaine, donc pour les classes de terminale. J'arrive dans la salle, ah voilà, comme Nathalie tout à l'heure, Pascal Pic du Collège de France. Et j'entends une remarque, enfin quand même, on est prof de lycée, c'est quoi ce mec de collège? Non, ouais, je ne suis pas seul quand même. Hein, donc c'était plutôt amusant. Mais
Voilà, donc tout ceci, donc, ce sont des changements absolument extraordinaires. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, dans la petite séquence vidéo par le président, si je ne me trompe, ce côté, effectivement, que vous avez, qui est une grande qualité d'un point de vue anthropologique, c'est que vous êtes une communauté, mais qui n'est pas communautariste. Ça, c'est important. Vous êtes une communauté qui n'est pas communautariste. Et ça, c'est un enjeu essentiel parce que, effectivement, je pense que d'un point de vue anthropologique et du changement de nos sociétés actuelles, c'est ce côté qui est lié à l'étymologie de la religion, c'est relié. Relié. Et on le voit bien comme il y a besoin de se voir. Ça a été dit tout à l'heure, vous l'avez dit ce matin au petit déjeuner, on en a parlé, cher président. Vous étiez un petit peu étonné, mais ravi que malgré les difficultés liées au transport, plus la météo, paf, qui nous tombe dessus, que les gens soient venus, soient débrouillés. Moi, je viens de Versailles, mais je crois qu'il y en a plein de la région PACA. Elle est où la région PACA, là? Il y a de la région PACA? Il y en a, hein? Bon. Allez, levez la... Ouais, oui, bravo. quand même. Bah, bravo, vous avez traversé la France comme moi avec mon épouse qui m'a servi de covoiturage. Elle n'est pas là, donc je peux le dire, sinon tout à l'heure je me fais... Et l'évolution créée à la femme. Et voilà, exactement. Et donc là, en effet, ben voilà, c'est ça, on a besoin de s'épouiller. Hein. L'épouillage, c'est l'ancêtre de la religion, pardonnez-moi. Hein. L'épouillage, c'est comment le besoin d'être ensemble, de se réunir. Et bien sûr, on a beau parler de télétravail, on a beau parler de relations sur les réseaux, il y a quand même une réalité fondamentale qui touche effectivement les sociétés comme les nôtres, humaines, mais même aussi des espèces proches des nôtres, hein, comme les grands singes. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce besoin fondamental de rencontrer les autres, de s'épouiller, c'est-à-dire de discuter, d'être en relation, etc. Et c'est ça, évidemment, qui aujourd'hui devient un enjeu absolument considérable. Et il y a une espèce de mal-être civilisationnel où on confond avoir des amis sur... des centaines d'amis sur les réseaux et d'en avoir que quelques-uns ou de réels autour de nous. Et donc, on est sur vraiment une articulation là, anthropologique qui est fondamentale. Et moi-même, personnellement, j'ai été, par ma famille, dans l'école, évidemment, ce qu'on appelle la communale, mais enfin, en tout cas, dans l'enseignement public. Et sauf que mon épouse, elle, était dans l'enseignement catholique. Et moi, j'ai acquis une conviction dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à l'humanité. Voilà. Ça peut arriver à la religion, la philosophie, d'autres formes d'engagement, plus ou moins humanitaires, comme vous le savez. Et c'est ça la grande leçon aujourd'hui. Et puis, les termes de laïcité, c'est quand même complètement dingue, comme il est mal compris. Quelqu'un, même proche de ma famille, me dit « Oh, tu sais, la laïcité, c'est comme athée. » Je dis « Attends, oh là. » Non, mais c'est quand même incroyable que des gens, aujourd'hui, arrivent à ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, n'arrivent pas à comprendre ce que c'est l'athéisme, ce que c'est que les différentes formes d'agnosticisme, ou ce que c'est effectivement la non-croyance. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on n'est pas capable d'avoir... Alors, on a parlé d'instruction civique, ça n'existe plus. Il manque aussi une instruction sur ce qu'est une instruction anthropologique, sur ce qui fait que les populations différentes puissent avoir dans une même nation, dans un même peuple, des sensibilités différentes et qui puissent évidemment s'enrichir de ces différences. Et moi, le monde d'aujourd'hui m'inquiète un peu parce que les différences deviennent des objets d'exclusion et non pas des sujets d'étonnement, d'émerveillement et d'échange. Et ça, dans ce monde qui vient aujourd'hui, ça devient absolument fondamental de l'aborder, d'où ma conviction qu'il faut un peu plus d'anthropologie dans tout cela. Par exemple, dans ce monde qui change aujourd'hui, dans le rapport, par exemple, aux machines. Si vous êtes né au Japon, en Corée du Sud, ou même en Chine, vous avez des cultures qui sont animistes. Pour ces cultures, tout le cosmos, l'univers, la nature, les humains, les espèces, procèdent d'un même esprit. C'est le même esprit. Mais cet esprit diffère dans son expression. Donc les humains sont une expression de cet esprit partagé différente. Les chimpanzés, c'est différent. Les entités de la nature, c'est différent. Et là, les personnes en charge de la transmission et d'interférer avec ces esprits, ça s'appelle les chamans, hommes ou femmes d'ailleurs. Et je pense que les chamans ont des accoutrements absolument un peu délirants, carnavalesques, avec des squelettes, des os, des amulettes. Parce qu'effectivement, tout ce qu'ils ont sur leur corps sont en fait des représentations matérielles de cette même diversité, de ce même esprit tel qu'il s'exprime par des formes différentes. Ça va, c'est clair? Ok. Nous sommes exactement l'inverse. Hein?
C'est exactement l'inverse. Comme je le disais tout à l'heure, nous dissocions la matérialité. Donc, nous, on accepte que notre matérialité, notre corps, notre physicalité, comme on dit techniquement, soit partagée avec les autres espèces, qui a d'ailleurs été fort utile pour nous, pour démontrer notre évolution. Mais par contre, nous considérons que notre esprit, la raison, comme Descartes, qui dit que la raison nous a été donnée par le Créateur, eh bien, diffère. Ceci, ça a des conséquences absolument considérables, puisque nos amis d'extrême Asie, lorsqu'ils sont face à un chimpanzé, pour mes amis éthologues qui s'occupent du comportement, tous les matins, ils les saluent. Bonjour. Et les chimpanzés leur disent bonjour. Quand ils voient une machine, ils lui disent bonjour. Comment ça va? Et la machine répond, parce qu'ils répondent très bien, les assistants vocaux. Tandis que chez nous, ça reste une machine. C'est l'animal machine. Parce que nous avons une ontologie radicalement différente par rapport à cela. Eh bien, ceci explique, alors qu'en France, nous avons parmi les meilleurs chercheurs et ingénieurs, même en intelligence artificielle, que ceci soit beaucoup moins développé, que nous avons du retard en Europe. Ce n'est pas pour des raisons techniques, c'est lié à une incompréhension de nos rapports à l'altérité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment faire écho à vous, parce qu'effectivement, le message chrétien, et c'est celui-là aussi, c'est que l'autre aussi est un enrichissement, on est sur l'altérité, sur le partage, et on voit bien quand même, aujourd'hui, comme notre civilisation techniciste s'est un petit peu égarée en oubliant quand même l'anthropologie, de croire que les technologies, aussi merveilleuses soient-elles, comme les intelligences artificielles et maintenant les métaverses, alors les métaverses, ça c'est nouveau, tout le monde y va, personne ne sait, c'est comme les blockchains d'une époque, vous savez, les blockchains c'est des systèmes qu'on a dans les crypto-monnaies, mais qu'on a aussi évidemment dans les métaverses. Alors quelqu'un disait, dans plusieurs trucs avec la commission sur l'acceptabilité des technologies dans le monde qui vient, etc. Et qui me dit, alors, les métaverses, c'est quand même extraordinaire, c'est complètement nouveau. Je dis, oui, tu sais, l'ASCO, une cathédrale, c'est pareil. Vous êtes dans un univers qui est créé et vous entrez dans cet univers avec vos croyances, vos nouveaux comportements, vos partages, etc. C'est la même chose. Les métaverses sont une vision numérique de cela. Alors évidemment, ce n'est pas exactement comme une cathédrale, ce n'est pas exactement comme l'ASCO, mais néanmoins, nous sommes sur ces rapports ontologiques par rapport à l'espace, créés par les humains, etc. Donc, d'une certaine manière, l'évolution, c'est passionnant parce que ce n'est pas adaptation métaphore. L'adaptation, c'est pas faire tabula rasa du passé. Ça, c'était l'erreur de grandes idéologies du XXe siècle, voir qu'on fait tabula rasa du passé. Non, je vous rassure, nous sommes des grands singes, nous sommes des singes, nous appartenons aux mammifères et nous ne sommes pas moins humains. C'est ça que nous dit l'évolution, bien évidemment. Et puis surtout, nous appartenons à une lignée assez particulière, qui est celle des grands singes, avec les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans, les gorilles, bien sûr, et nous, 5 grands singes aujourd'hui sur la Terre. Et derrière cela, nous appartenons à un groupe d'espèces qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas survivre sans la transmission des acquis des générations passées. On a des cultures chez les grands singes. On ne mange pas de la même manière, on ne courtise pas de la même manière, on ne fait pas la même chose. Et donc, alors bien sûr, les chimpanzés restent les chimpanzés, les humains restent les humains, les bonobos restent les bonobos, bien évidemment. Mais c'était une grande découverte des dernières années, des 20 dernières années, c'est que nous appartenons à des espèces qui, bien sûr, ont leur génétique, qui ont leur sexualité, qui ont leur comportement, mais qui partagent cette caractéristique, c'est qu'aucune génération ne peut survivre sans les acquis et la transmission des acquis des générations antérieures. Et puis surtout, je conclurai par ça, qu'est-ce qu'on a découvert ces dernières années grâce à la paléogénétique? C'est que ce que nous sommes, nous les sapiens, alors vous savez que sur la Terre, il n'y a qu'une seule espèce aujourd'hui d'humain. C'est-à-dire tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été d'abord démontré par les marins, surtout les Bretons, les militaires et les missionnaires. Donc nous sommes tous une seule et même espèce. Mais surtout, ce qui a été nouveau, c'est qu'on s'est aperçu que notre espèce, ces caractéristiques, dont les vôtres, là, nous sommes tous des populations à majorité occidentale. Alors, il y a quelques personnes qui viennent peut-être d'Afrique subsaharienne, etc. Mais en gros, grosso modo, la majorité là, c'est que nous avons des gènes de Néandertal. Et ça, c'est fabuleux. Le fait de savoir que ce que nous sommes, en tant que sapiens, vient aussi des amours de nos ancêtres avec d'autres espèces qui étaient aussi intelligentes que nous, les Néandertaliens, et les Denisoviens, qu'on connaissait beaucoup moins, mais on les connaît que par l'ADN, ceux-là. Et donc, voilà, de comprendre que c'est cet aspect fondamental de l'évolution. Quelle est la transmission à l'éducation? Mais que aussi ce que nous sommes vient de nos échanges
avec d'autres espèces qui étaient aussi proches que nous et tout aussi humaines que nous, est quelque chose quand même qui est un message humaniste absolument fabuleux. Et je conclurai par ça, c'est que en effet, l'évolution, c'est pas que l'adaptation. L'adaptation, c'est quand même se dire, après tout, on subit des contraintes et on essaye de trouver les meilleures solutions. Oui, ça, il faut continuer à le faire. Mais l'autre aspect de ce titre, de cette intervention, c'était la métamorphose. La métamorphose, vous savez ce que ça veut dire. On part d'une chenille pour devenir un papillon, hein, sauf que les papillons ne vivent pas longtemps, donc on n'a pas envie que ça dure un peu plus quand même. Et là, c'est ça. L'idée de métamorphose, elle est très belle. Ça veut dire que, d'une part, on se transforme par rapport à une entité antérieure, voilà, qui était la chenille, la larve, et qui est devenue donc papillon. Mais globalement aussi, on va beaucoup plus loin, c'est de comprendre que ce que nous sommes est indissociable du monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans la succession des papes récents, les problématiques auxquelles était confronté Jean-Paul II n'étaient pas celles auxquelles confronté Benoît XVI. Et on voit aujourd'hui le pape François sur des problématiques sociétales auxquelles on ne serait pas attendu il y a une vingtaine d'années. Donc, ça évolue aussi beaucoup chez vous. Hein. Et puis l'Académie pontificale, comme vous le savez, ce n'est pas que des gens qui sont croyants, c'est une diversité d'hommes et de femmes, comme Yves Coppens, qui vient de nous quitter, qui était mon patron et un ami. Hein. L'Académie pontificale, c'est un lieu, effectivement, où s'expriment des sensibilités entre des croyants, différentes obédiences, mais aussi avec des chercheurs, des chercheuses, qui sont aujourd'hui des gens qui sont très actifs dans les évolutions de nos sociétés, dans les connaissances. Et là, il y a une intelligence, effectivement, qui est liée à cette diversité des compétences, des échanges avec des gens qui sont agnostiques, d'autres qui ne sont peut-être pas croyants, j'en connais quelques-uns. Mais c'est ça, cette ouverture extraordinaire que je trouve absolument fabuleuse et qui fait qu'effectivement, vous êtes là depuis 2000 ans et je crois que ça va durer avec ce genre d'approche. Donc c'est plutôt assez optimiste et c'est extrêmement réjouissant d'un point de vue donc, anthropologique. Donc métamorphose, oui, mais tout en sachant que cette métamorphose, elle est liée à ce principe d'hominisation. Ça, c'était le terme de Teilhard de Chardin, hein, qui parlait d'hominisation, qui a été très mal compris, et il forge ce terme en 1924, et ça a été pris à l'éducation nationale ou dans les programmes scolaires, vous l'avez appris certainement comme ça, l'hominisation, comme s'il y avait une espèce de force immanente qui conduisait à l'évolution des espèces, qui aboutissait à l'homme. Donc à l'homme avec un grand H, évidemment, donc à l'humanité. Comme s'il y avait une loi comme ça, qui conduisait à l'homme dominateur sur la nature. C'est archi faux. Ça n'a jamais été ça, l'hominisation, selon Teilhard de Chardin et sa pensée. En fait, la pensée de Teilhard de Chardin, c'est celle-ci. C'est une espèce, donc nous, sapiens, qui prend conscience de sa place dans l'histoire de la vie et qui en devient responsable. Une histoire qui prend conscience de sa position dans l'histoire de la vie et qui en devient responsable. C'est exactement ce à quoi on est confronté aujourd'hui, parce que ma génération a connu ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. On vient d'attraper les 3 en 2 ans. Et ces 3 facteurs, que ce soit la pandémie, les dérèglements climatiques, les biodiversités et tout cela, on sait que c'est notre responsabilité. Donc il va être temps aujourd'hui que notre responsabilité face aux enjeux dont nous sommes les acteurs plus ou moins conscients depuis 40 ans, mais maintenant c'est conscient, se transforme, se métamorphose en une véritable responsabilité de notre espèce sapiens qui est capable, effectivement, d'être la garante du succès des générations futures. Je vous remercie. Merci Pascal. Merci Pascal. Et vous avez devant vous, je crois, des gens qui sont sensibles à leurs responsabilités, conscients des défis, mais rassurés par cette perspective qui va nous amener à continuer de nous battre, de vouloir et d'avoir cette espérance. Merci Pascal Pic.